Alors, bienvenue dans cette vidéo. On va cette semaine découvrir le nakshatra d'Anishta, 23e nakshatra sur 27. Donc, on va découvrir ensemble comment fonctionne Danishta. On va invoquer Ganesh et on voit ça tout de suite. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, Danishta donc se situe à cheval entre Capricorne et Verseau, comme vous pouvez le voir ici. On commence fin de Capricorne et on arrive début du Verseau. Chez Saturne, hein, dans l'astrologie védique, Capricorne et Verseau sont gouvernés par Saturne. La divinité qui gouverne ce nakshatra, c'est les Vasus, les dieux de la lumière. On va en parler en plus en détail après. La planète qui gouverne ce nakshatra en particulier, Danishta, c'est Mars. Alors c'est intéressant parce que, comme je disais, au niveau du zodiaque, ici on est chez Saturne, on est dans les signes gouvernés par Saturne, et ce nakshatra en particulier, cette région particulière est gouvernée par Mars, sachant que Mars et Saturne sont en opposition, donc il y a des éléments intéressants ici aussi dans l'énergie de ce nakshatra. Alors les symboles principaux de ce nakshatra, le tambour et la flûte, on va en parler aussi après, caste fermier, motivation dharma, un nakshatra orienté vers le dharma. La meilleure direction pour ce nakshatra, celle de l'Est, direction de la lumière, de l'origine. On va parler de la lumière justement tout à l'heure aussi avec les Vasus, comme on dit, les dieux de la lumière. La couleur associée à ce nakshatra, la couleur argent, et partie du corps, dos et anus. Donc voilà pour commencer avec les points clés de Danishta. Donc cette vidéo vous concerne notamment en particulier si vous avez l'ascendant en Danishta, si vous avez le nakshatra de la lune en Danishta, ou si vous avez le nakshatra du soleil en Danishta. Mais ensuite, c'est toujours intéressant aussi de regarder pour n'importe quelle planète qui dans votre thème se situerait en Danishta. Alors Danishta, il y a plusieurs significations pour ce terme, ce nakshatra, le plus riche, le plus célèbre, le plus somptueux. En fait, Dani, ça veut dire riche, et Ishta signifie complet. Donc ici, la richesse complète, c'est quoi? C'est la richesse de l'esprit et de l'âme. Dans les textes anciens, lorsque les sages faisaient allusion à une personne riche, ils évoquaient sa richesse intérieure, et non pas, comme dans le monde d'aujourd'hui, la richesse extérieure, où on est vraiment sur une signification différente. Donc la richesse intérieure fondée sur un bon caractère, un bon tempérament, des pensées nobles, des actions vertueuses. Et ça, c'était considéré comme bien plus important que la prospérité matérielle ou la richesse matérielle. Alors, c'est un nakshatra dans lequel on aura cette notion, effectivement, en général, presque même un peu cette ambivalence ou ce combat entre richesse intérieure et richesse extérieure. C'est-à-dire que c'est un nakshatra quand même qui est associé à la richesse matérielle, à la prospérité, mais dans lequel le travail à faire, justement, c'est de travailler sur notre richesse intérieure, comme on le retrouve ici dans cette notion qui vient des textes anciens. Les personnes sous l'influence d'Anishta sont portées vers la spiritualité, mais justement, ça vient pas facilement. Ils doivent l'acquérir à travers un travail désintéressé en abandonnant leur ego personnel et en œuvrant avec compassion et des idéaux élevés pour le bien universel. Donc ici, souvent il y a une propension quand même vers la richesse matérielle, et c'est là où, encore une fois, il n'y a rien de négatif à la richesse matérielle, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est là en tout cas qu'il y a un travail qui serait intéressant à faire pour les personnes avec Danishta, de prendre du recul là-dessus, ou de se détacher un peu plus de ce côté richesse, abondance matérielle, pour pouvoir travailler sur la richesse spirituelle. Et là, du coup, on sera dans ce nakshatra qui veut dire aussi la richesse complète d'une certaine manière, avec Ishta complet, Dani riche, ce qui fait qu'on a la richesse à la fois spirituelle et matérielle. D'où le fait qu'on parle ici aussi de travail désintéressé, en abandonnant son ego personnel. Alors c'est aussi ici des personnes qui auront des idéaux pour le bien universel, qui vont se battre pour leurs droits et accomplir aussi de nombreux services pour les autres. Donc il y a un côté aussi ici tourné vers les autres qui est important. Alors les divinités
qui gouverne donc Danishta, les Vasus. L'idée c'est Ashta Vasu. Donc les Vasus, c'est les personnifications du soleil. Vasu signifie habitant ou demeure et Ashta signifie 8. Effectivement, ils sont 8 dieux élémentaires qui représentent des aspects de la nature, des phénomènes cosmiques naturels. Donc je vous ai mis un peu les détails ici. Apas, l'eau. Alors on en a déjà parlé dans certains nakshatras aussi, de Apas justement, la déesse des eaux. Dhruva, la stabilité, l'étoile polaire. Soma, assez connu aussi, la lune, le nectar d'immortalité. On en a déjà parlé aussi. Dara, le soutien. Prithvi, la terre. Anila, c'est Vayu, le vent. On en a déjà parlé aussi. Anala, Agni, le feu. On en a déjà parlé aussi. Agni, très important, le dieu du feu, à la fois en astrologie védique, mais aussi en yoga et en Ayurveda aussi. Agni, le feu digestif aussi. Mais c'est le feu à différents niveaux, qui est lié aussi à certains nakshatras, comme Kritika par exemple. Alors Pratyosha, l'avant, aube, Prabhas, Diaos, le ciel, l'éther. Donc ces divinités ont un lien fort avec le soleil, effectivement, les Vasus, et qui sont liés à la lumière notamment, et apparaissent à différentes étapes de la manifestation pour guider l'âme vers sa véritable direction. Donc en fonction des nakshatras, en fait, cette dynamique peut guider dans une direction ou dans une autre, mais en tout cas on va guider en fonction du nakshatra vers la direction qui semble la véritable et la bonne direction. Les Vasus sont également liés à nakshatra Punarvasu, avec Apas, déesse des eaux justement dont je parlais, où il guide l'âme du divin vers l'humain. Du divin vers l'humain. Ici c'est l'inverse, on guide l'âme de l'humain vers le divin, pour achever son voyage terrestre et commencer son voyage vers le divin. Ici, les personnes avec Danishta ont transformé les idées issues des expériences de vie, utilisent cette connaissance pour progresser vers des plans d'existence supérieurs. Donc il y a une notion ici avec les Vasus d'aller vers le divin, d'où l'expérience spirituelle importante de ce nakshatra et cette notion de richesse spirituelle qu'on a présentée juste avant. Alors ici, les symboles importants, le tambour et la flûte. Donc le tambour, c'est le tambour de Shiva, la flûte de Krishna. Vous avez tous vu une image de Krishna qui joue de la flûte comme ça. Symbole tambour de la flûte implique qu'il bat au rythme de quelqu'un d'autre. D'autres doivent jouer la mélodie à travers ce tambour. Donc ici, c'est intéressant, il y a cette connexion aussi aux autres. Ça montre aussi la connexion d'Anishta à Shiva et à Krishna, qui montre capacité de se relier à la musique divine et au divin aussi en général. Souvent, c'est vrai, Danishta va donner un talent aussi pour la musique, pour le rythme notamment, dans la musique. Donc c'est intéressant aussi de regarder ça. Le tambour et la flûte sont creuses, qui représentent un vide intérieur chez Danishta. Alors effectivement, une des difficultés qu'il y a au niveau des énergies qu'il y a chez Danishta aussi, c'est un sentiment parfois de vide intérieur. Et c'est cohérent par rapport à ce qu'on a vu, ce vide intérieur, on va le remplir soit avec la richesse matérielle, en pensant que la prospérité, la richesse matérielle va remplir mon vide intérieur, soit avec la richesse spirituelle, et le travail spirituel, travail sur soi, développement personnel et spirituel, va me remplir aussi de l'intérieur avec l'amour divin et des choses bénéfiques et positives. Et effectivement, c'est ça le challenge un peu de Danishta, avec quoi je vais remplir ce sentiment de vide intérieur. Et le piège, c'est de le remplir avec des choses extérieures, comme la richesse matérielle uniquement, alors qu'ici, on demande un travail justement plutôt sur la richesse intérieure, spirituelle, comme on l'a vu aussi au premier slide. Donc ici, c'est important aussi, vous voyez, derrière chaque symbole, de comprendre aussi certaines choses et les dynamiques qu'il peut y avoir par ces caractéristiques des symboles. Ici, effectivement, c'est des symboles qui sont vides à l'intérieur, qui se remplissent de cette mélodie et du rythme qu'on va pouvoir mettre en place et aller chercher. Donc ici, ces personnes doivent composer leur propre musique, remplir leur vie d'amour et de joie, sous peine de ressentir un grand vide intérieur, une profonde frustration. Et ça peut être quelque chose de difficile. Donc il y a vraiment un travail aussi spirituel à faire ici pour combler cette difficulté. Il est essentiel d'acquérir une connaissance supérieure et de s'engager dans des pratiques spirituelles pour combler ce vide, faute de quoi l'âme se sentira vide et cherchera à compenser par des purs biens matériels. C'est ce que je disais effectivement. Et là, c'est un peu le piège qu'on peut avoir. Dans chaque nakshatra, vous avez pu le voir, il y a des énergies, des choses qui se manifestent et il y a des pièges, des paradoxes, des choses à travailler. Là, c'est un petit peu ce qui se passe ici, du coup, avec Danishta.
Alors maintenant, le Lagna, donc l'ascendant dans ce nakshatra d'Anishta. Personnes avec d'Anishta en ascendant ressentent profondément leur devoir envers les autres. Il y a aussi un côté vraiment exigence envers les autres. Ont tendance à leur confier leurs problèmes et ils doivent être conscients des raisons pour lesquelles ils assument ces responsabilités. Ils doivent aussi éviter de prendre en charge des fardeaux inutiles car ça pourrait entraver l'évolution de leur âme. Ici, c'est important aussi de tout ce qu'on a vu avant, de comment ça se manifeste dans la relation aux autres notamment et le devoir envers les autres aussi. Je rappelle, c'est un ashtra qui a pour motivation dharma, quand ici on a le lagna en danishta. Donc ça, c'est des choses qui viennent s'ajouter un peu par rapport à ce qu'on a déjà vu aussi juste avant. La lune en danishta, la lune, vous le savez, c'est les émotions, c'est besoin émotionnel. Bon, c'est pas toujours facile du coup, donc il y aura un besoin émotionnel de donner, mais à mesure qu'elles traversent l'expérience de l'Anishta, leur esprit s'adapte à cette nouvelle réalité. Elles deviennent altruistes et généreuses, mais doivent également prendre en compte leurs propres besoins. Donc ici, parfois, pour combler les vides intérieures, on va chercher aussi à donner, à aider, à contribuer, ce qui fait que on va se sentir rempli de la joie que ça donne, que ça procure, de donner et puis d'aider les autres. Mais attention à ne pas tomber dans trop d'extrêmes là-dessus et de faire attention aussi à ses propres besoins, ses propres nécessités. Alors la lune en Tanishta par rapport au nakshatra qui gouverne, par rapport au dasha du coup que ça va donner, les personnes ici apprennent très tôt à être détachées mais responsables, sont déterminées et une fois leur décision prise, elles ne renoncent pas. Ça c'est une caractéristique intéressante de la lune en Danishta. Alors la lune en Danishta fait que le premier dasha sera Mars, qui va être bénéfique. Mais on a aussi Rahu rapidement, ce qui fait que les personnes avec Danishta au niveau de la Lune ont souvent un début de vie inhabituel, non conventionnel, ou qui peut être un peu compliqué, ou lié à l'étranger, ou dans lesquels ils peuvent se sentir étrangers dans leur environnement. Donc souvent, il y a une vie non conventionnelle qui va démarrer assez tôt. Ça, c'est parce qu'effectivement, Rahu, c'est l'étranger et représente les choses aussi non conventionnelles. Le soleil en Danishta, ici, va être à la fois fort et faible. Du coup, lorsque l'âme reconnaît son esprit, elle doit sacrifier ses besoins personnels pour le bien commun. Le soleil n'est naturellement pas tourné vers le service, il doit apprendre à donner. Parce qu'effectivement, le soleil est fort, mais en même temps, il est plus pour le travail de soi et pour l'ego personnel aussi. À certains niveaux, il nous représente, et c'est là qu'il y a un travail à faire souvent avec le soleil sur l'ego, parce qu'il nous aide à développer notre ego, notre confiance, etc. Mais du coup, parfois trop d'ego. Et ici, on doit aussi se tourner vers l'extérieur. Et ici, le soleil dans cette position, en Danishta, va aussi être faible à un certain niveau en termes d'astrologie védique. Donc ici, il y a ce travail de Danishta dont on a parlé qui sera important à faire, et notamment de se tourner plus vers les autres et vers le côté aussi spirituel qui correspond d'ailleurs aussi à une nature solaire sattvique. Alors Danishta, ici vous avez un thème où on voit bien les deux zone de Danishta. Donc on voit ici Vénus dans ce thème en Danishta dans la partie Verseau. Donc ces deux signes ici, Verseau et Capricorne, sont gouvernés par Saturne. Et on a ici Mercure qui est situé en Danishta dans la partie Danishta de Capricorne. Donc vous voyez, on a Danishta qui effectivement est à cheval sur la dernière partie de Capricorne, première partie de Verseau. Mercure et Vénus. Donc voilà, ça c'est un thème effectivement au format Inde du Sud de l'astrologie védique. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter un peu pour voir si vous voulez aussi votre thème. Maintenant, pour découvrir l'astrologie védique, effectivement, vous pouvez voir sur notre site vedic-coaching.com un e-book qui reprend beaucoup d'informations. Il y a de nombreuses pages, même si c'est un e-book qui est gratuit. Histoire du Jyotish, les fondations, différences avec l'astrologie tropicale, donc plutôt classique justement, point clé des planètes, les apports uniques du Jyotish, les applications principales, etc. Donc il y a beaucoup de choses dans cet e-book. Maintenant, si vous voulez aussi, ou plutôt quelque chose en live justement, je vous propose quelque chose de tout nouveau. Formation gratuite à 100% en direct ou avec replay, mais pour ça il faut vous inscrire dans tous les cas. Sur notre site, vous trouverez ça pour vous inscrire. La prochaine session et première session, du coup, sera le 12 mai 2025, le lundi 19h, 20h30, heure de Paris, découverte des sciences védiques, où j'introduirai justement
à la fois l'astrologie védique, qui est notre science védique, disons, la plus développée sur l'Institut, mais aussi la partie yoga, la partie Ayurveda, Vastu, Vedanta, philosophie védique, et comment justement, notamment, ces sciences védiques sont interconnectées, sont reliées, et comment vous pouvez commencer à étudier, à approfondir les sciences védiques pour améliorer votre vie au quotidien, et notamment pour ceux qui sont intéressés par le Jyotish, l'astrologie védique, voir cette connexion avec le yoga et avec l'Ayurveda, notamment dans les pratiques védiques qui vont être liées aussi au thème de naissance. Dans les remèdes astrologiques, souvent on va utiliser des techniques qui sont du yoga, que ce soit des pratiques de pranayama, que ce soit des techniques de mantra. Donc les mantras vont être définis en fonction des divinités qui sont dans le thème, des choses à travailler, des planètes, mais le travail avec des mantras, c'est une pratique qui vient du yoga. Donc on a cette partie yoga qui va être ici, on a parfois des pratiques aussi de posture qui vont être intéressantes par rapport au thème védique aussi. Donc voilà, vous allez voir comment tout ça est interconnecté et comment, à partir du Jyotish, on peut aussi mettre en place un mode de vie yogique ou plutôt védique au sens large, qui va du coup inclure des pratiques yogiques, ayurvédiques et du coup aussi nous interroger, nous amener sur la philosophie védique, le Vedanta. Donc si ça vous intéresse tout ça, vous pouvez venir et découvrir ça, c'est gratuit. Découverte des sciences védiques le 12 mai 2025 pour la première session. Maintenant, si vous voulez vous former directement à l'astrologie védique au Jyotish, la première chose, c'est le module 1 de la formation du Dr David Frawley de l'American Institute of Vedic Studies, donc, qui est présenté sur le site. Si vous ne le connaissez pas, vous verrez, c'est une référence mondiale depuis des décennies. Et voilà, il a écrit plusieurs dizaines d'ouvrages sur les sciences védiques, notamment l'astrologie védique, le yoga, l'ayurveda en particulier. Donc le module 1 de la formation qu'il a créé, qu'on propose aussi, permet de démarrer le Jyotish et déjà avec quelque chose de très 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 complet comme vous pourrez le voir. Toutes les infos sur notre site. Et vous pouvez aussi suivre la formation complète, la formation certifiante en astrologie védique du Dr Frawley, qui vous donne une vision déjà très complète du Jyotish et qui vous permet à la fois de le faire de manière très sérieuse, très rigoureuse, très pro pour vous, ou même pour accompagner les autres en tant qu'astrologue védique. C'est la formation par excellence. Et si vous êtes déjà même dans l'Ayurveda ou le yoga, ou accompagnant ou thérapeute, c'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi pour compléter votre accompagnement actuel avec l'astrologie védique. Donc voilà pour ces informations. Si vous avez des questions, allez sur vedic-coaching.com pour nous contacter ou en dessous de la vidéo. Sachez qu'on a aussi 30 ou 40 articles sur les sciences védiques, même si principalement c'est sur le Jyotish, il y a aussi des choses sur yoga et Ayurveda sur notre site, pareil, dans la section blog. Voilà, à très bientôt et pensez à vous abonner ou à laisser des commentaires ou des questions, soit sur YouTube, soit sur notre site directement.